Je voudrais souligner, insister sur le fait que les addictions, c'est un problème qui est un problème de santé, bien sûr, qui est un problème sociétal, qui concerne donc notre société, qui est un problème politique, qui est un problème économique. Alors, c'est simple à comprendre. Si vous prenez l'alcoolisme, vous avez des électeurs qui boivent, vous avez des électeurs qui sont vignerons, et vous avez des électeurs qui sont commerçants. Au moment des colonisations, ben ça va impliquer quoi, les colonisations? Ça va impliquer une mondialisation, une circulation des marchandises, et notamment une circulation des substances psychotropes, qui alors étaient confinées uniquement dans des usages locaux, dans des usages pour certains rituels thérapeutiques, dans certaines tribus, dans certaines sociétés. Donc vous voyez comment, ce que je dis là est à grands traits, mais pour faire saisir qu'on ne peut pas se contenter de ramener la question des addictions à une psychopathologie. L'opium est cette imprescriptible et impérieuse substance qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont le malheur de l'avoir perdu. Tremblement du corps ou de l'âme, il n'existe pas de sismographes humains qui permettent à qui me regarde d'arriver à une évaluation de ma douleur plus précise que celle foudroyante de mon esprit. Toute science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis le seul juge de ce qui est à moi. Ah, donc tu es d'origine niçoise, mais tu as vécu aux États-Unis, en Amérique du Sud et plus particulièrement au Nicaragua, pays où tu as rencontré justement la peinture. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est qu'après un passé tourmenté, gouverné par de multiples addictions, la peinture est entrée dans ta vie à 37 ans, tu es au Nicaragua. Tu vas très mal à ce moment-là. Au Costa Rica. Au Costa Rica. Je fais juste le... C'est dans tellement d'endroits différents que je me suis perdue. Donc au Costa Rica, tu vas très mal à ce moment-là et j'aimerais qu'avec tes mots, tu nous parles de la transition entre tes addictions extrêmement autodestructrices à une addiction extrêmement créative. Donc j'ai commencé très jeune avec une addiction à l'autodestruction, plus que tout. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement les substances, j'allais dans tous les endroits où ça pouvait être très dangereux. Quand on me disait, par là il ne faut pas aller, j'allais directement là. On ne touche pas, ça brûle, je me brûlais et j'y revenais. Plus ça brûlait, mieux c'était. Donc ça a été un enchaînement comme ça et surtout un personnage qui a été créé. Et ce personnage qui s'appelait, mon prénom c'est Jean-Marc, mais je l'appelais Marco. Et Marco m'a suivi jusqu'à l'âge de 37 ans. C'est-à-dire, c'est lui qui avait un peu le pouvoir. C'est lui qui dirigeait ma vie. C'était un cercle sans fin. Je vivais dans une montagne russe. C'est-à-dire, j'avais des moments d'euphorie. Et ça durait 2-3 jours. Et d'un coup, c'était la dépression, mais ce n'était pas une petite dépression. C'était 3-4 jours enfermé chez moi, sans sortir, automutilation, etc., etc. Donc j'ai vécu comme ça très longtemps. Et j'ai ouvert tous les pots, j'ai pris comme ça, et j'ai commencé à reproduire. Et à reproduire l'effet que ça me faisait, c'est-à-dire que ça me permettait de pouvoir respirer normalement depuis 37 ans, que je respirais, pas 37 ans, pardon, 27 ans, puisque les 11 premières années, c'était bien passé. Depuis 27 ans, j'étais sous perfusion. Et sans pouvoir respirer correctement, en étant toujours en accéléré, en sachant pas ce que c'est vraiment l'amour, ni en voulant l'amour sans savoir ce que c'est. Je vais aborder cette question en fait des addictions en parlant de la médiation, ce que j'appelle la médiation thérapeutique par le masque. Et donc je ne parle pas de mascothérapie ou d'art-thérapie, parce que derrière cette idée de médiation, il y a l'idée de l'autre et la question de l'adresse.
C'est-à-dire que lorsque l'on crée, il y a de l'autre. On n'est pas seul avec son objet. Il y a quelque chose justement de cette ouverture qui me semble important. Donc il y a vraiment cette idée de l'objet d'addiction qui à la fois dissimule et en même temps révèle et réveille autre chose, quelque chose que l'on ne peut pas s'autoriser à montrer lorsque l'on n'est pas sous l'emprise du produit ou sous l'emprise, parce qu'il y a aussi des addictions sans objet, il y a aussi des addictions sans produit. Donc, il y a aussi, voilà, c'est un patient qui m'a appris ça un jour, il m'a dit, mais vous savez, celui qui boit, il a quelque chose à cacher. Et c'est dans l'étymologie d'alcool, puisque le col, ça vient, donc c'était un Tunisien, ce monsieur, il m'a dit, le col, c'est l'étymologie de l'alcool, c'est une étymologie arabe. Le col, c'est cette poudre d'antimoine que l'on se met autour des yeux pour tenir à distance, en fait, le mauvais œil. Donc on va avoir deux façons d'aborder les stages. Il y a ceux qui vont venir entretenir leur résistance par le biais de clichés, et là, du coup, on peut entendre des choses comme... Comme par exemple, oh, moi, vous savez, je ne suis là que pour de tout petits excès de vitesse. La dernière fois, j'ai dépassé de quelques grammes. Alors, on serait sur du déni, du coup, avec un lapsus révélateur. Et puis d'autres qui entretiennent la résistance et la réitération comportementale. Ouais, un barrage, c'est un contrôle qu'on ne peut pas éviter. Avec un naturel, ça en dit long sur les comportements. Alors, je l'ai refait parce qu'il fallait l'accent marseillais, mais j'ai dû apprécier. Alors, un barrage, c'est un contrôle qu'on ne peut pas éviter. Un peu cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est vrai que, donc, sur les statistiques en accidentologie, pas seulement sur la route, il y aurait, donc je mets du conditionnel, mais enfin c'est quand même avéré depuis 30 ans, une majorité d'hommes. Ouais. On dit que les femmes, elles vont rattraper les hommes dans la prise de risque auto-agressive, c'est-à-dire les consommations, les mises en danger de soi. Mais sur la prise de risque hétéro-agressive, donc qui va engager l'autre, qui va mettre en danger les autres, c'est surtout masculin. Et on le voit aussi dans les enjeux, puisque j'ai appelé mon truc psychopathologie du trajet quotidien, c'est ça, c'est à partir du moment où je mets la clé dans le Neyman, qu'est-ce qui va se jouer au-delà de se déplacer d'un point A à un point B? Il y en a pour qui c'est que ça. Ceux-là, on ne les voit pas en stage. Ceux qui viennent en stage, c'est des gens qui ont des bonnes compétences, qui savent bien, pas conduire du coup, mais piloter. Ils sont à l'aise. Et du coup, ils ont du mal avec la règle, parce que la règle, elle est faite pour protéger le plus fragile et le moins à l'aise sur la route. Ou qu'il y aurait des contraintes différentes. Un poids lourd n'a pas les mêmes contraintes qu'une moto, qu'une voiture, etc. Et donc la règle, elle est là pour un problème économique et un problème sanitaire. Mais, alors déjà, d'un point de vue socio et anthropologique, la question de l'addiction renvoie évidemment à la notion de dépendance qui renvoie à la notion d'autonomie. Et cette notion d'autonomie, elle est quand même, on va dire, sociologiquement située, culturellement située. On est dans une société où l'autonomie est extrêmement valorisée, être adulte c'est être autonome, et le drogué, le toxico est le contraire. Et l'image inverse de cette image valorisée qui est celle d'un individu autonome. Donc déjà pour nous, c'est quelque chose qui peut être intéressant, de travailler sur des addictions, sur des consommations de drogue, etc. ou autres, pour réfléchir à la façon dont l'autonomie est perçue, pensée dans notre société. Je vais citer un travail exotique pour faire l'anthropologue un petit peu là. Monique Jeudy-Baligny est une spécialiste des sulcas. Les sulcas vivent en Océanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et elle montre que pour les sulcas, la notion d'autonomie n'est pas du tout valorisée. C'est le contraire qui est valorisé. C'est le fait d'être dépendant des autres, dépendant d'un système culturel, dépendant d'une culture matérielle. L'autonomie, pour les sulcas, au contraire, est quelque chose qui va isoler, couper, fracturer le lien social. Enfin, si on peut parler de lien social, là je plaque sur les sulcas des notions qui ne sont pas les leurs, mais voilà, bon, déjà cette idée d'autonomie, enfin, il me semble que ça peut être intéressant de s'interroger là-dessus. Voilà, et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est là en tout cas, voilà, ce qui m'intéressait, c'était une question, voilà, comment est-ce que l'addiction, dans le discours et dans les pratiques, certaines fois, est liée au travail et à la socialisation, alors qu'on pourrait imaginer que c'est le contraire, qu'elle est désocialisante, et pourtant, moi les égoutiers me disaient, ça nous permet de faire groupe, tu vois, et puis ça nous permet de bien travailler, de faire face au travail, de supporter le travail. Pareil pour le café clope, hein. Le
café-clope qui permet de bien travailler, d'être vif d'esprit, de finir sa thèse, même le soir. Donc cette idée d'associer quelque chose qui finalement est de l'ordre de la dépendance de l'addiction à ce qu'on appelle en sociologie les grands intégrateurs, c'est-à-dire le travail, enfin le contraire, quoi. Vraiment, parce que c'est des pratiques qui ne sont pas très connues, donc les pratiques de chemsex. Et je vais essayer de faire le lien entre les questions liées au chemsex, donc je vais vous expliquer ce que c'est, cette problématique, cette pratique, et la question de l'addiction sexuelle. En sachant que ça aussi, c'est peut-être une des addictions un peu à la mode en ce moment, mais qui encore fait débat. Alors, en même temps, ça repose aussi sur la question de la pornographie. Donc, parce que déjà, la pornographie, en termes de support d'excitation, et c'est de façon individuelle, et c'est aussi un peu le contexte de ces rencontres, parce qu'on va parler de rencontres, j'introduis aussi la question du collectif. Jusqu'à là, on parlait aussi d'un rapport un peu isolant, un peu individuel au produit. Là, le collectif, il entre en jeu parce que c'est souvent des rapports sexuels qui se pratiquent entre plusieurs personnes, en gros. Et alors, je vous fais juste quelques points de panorama. Vous avez retrouvé des choses communes, mais c'est pour que nous les soulignions ensemble, et plutôt pas pour conclure, mais les questionner simplement. Il y a dans les services adolescents, évidemment, un problème que vous connaissez tous, qui est quand même qui n'est pas si facile à tenir, c'est donc l'adolescent et les films pornographiques. C'est-à-dire que, quand même, je crois que c'est énorme le nombre d'adolescents qui ont vu déjà à 12 ou 13 ans les films porno les plus arides possibles. Je crois qu'en statistique, c'est 2 tiers. Hein, là, il faudrait des sociologues pour nous renseigner mieux, mais les chiffres sont hallucinants. Donc l'entrée de l'adolescent, mais pas de l'adolescent de 15 ans, hein, le préado de 11, 12, 13 ans, dans la crudité de la sexualité par des films pornographiques durs. Pas de l'érotisme, hein, pas les films érotiques qu'on a le plaisir à voir nous-mêmes. Donc ce sont des collégiens. Mais de la pornographie où souvent la femme est ravalée à ce que vous savez. Enfin bref, une entrée, ça. Alors, qu'est-ce que ça fabrique, ça? Ça fabrique précisément, la plupart du temps, ce que j'ai eu le plaisir à travailler, mais qui n'est pas si simple, ce qu'on peut appeler des névroses de contrainte. C'est-à-dire, pas tant des addictions sexuelles à la sortie, mais des névroses de contrainte, à savoir des jeunes qui fantasmatiquement ruminent en permanence les actes les plus sadiques, ceux qu'ils ont visionnés en continu quand ils étaient petits, et qui, in fine, là, bien souvent, se soldent dans l'acte sexuel par des inhibitions. Ça se paye un autre surmoi interdicteur, hein, pour reprendre ce que vous disiez. Alors, ce sont des rencontres intéressantes, là, cliniquement, je dois dire, pas si faciles à mener. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces jeunes souffrent, que souvent, les jeunes femmes qu'ils rencontrent dans un premier temps par un lien amoureux, au bout d'un temps les lâchent, effectivement, pour les raisons qu'on évoque là, et qu'eux-mêmes ne sont pas si sûrs de pouvoir être dans une bienveillance amoureuse satisfaisante.